éteins le son, s'il te plaît, parce que j'ai un écho. Donc, je vous invite à pousser le ciel avec le sommet de la tête, rentrez légèrement le menton, sentez un petit étirement de votre colonne vertébrale, relâchez bien les épaules. Et puis maintenant, vous pouvez amener votre attention au niveau du visage et vous allez décontracter l'ensemble de votre visage. Et puis, on va amener notre attention au niveau de la poitrine. On va sentir que notre corps est bercé, choyé de l'intérieur par ce doux souffle. Maintenant, je vous invite à prendre conscience de votre abdomen. Avec chaque inspire, sentez que votre corps s'ouvre. Avec chaque expire, sentez le poids de votre corps descend jusqu'à dans l'abdomen qui est le centre de gravité. À chaque inspiration, sentez que votre corps s'ouvre, nourrit. Et à chaque expiration, sentez le poids de votre corps qui descend encore, qui s'écoule encore vers le bas jusqu'à l'assise. Sentez bien le contact des fesses avec la chaise. Prenez vraiment un petit moment pour sentir que vous êtes bien enraciné. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux. On va commencer cette conférence. Je vais faire partager mon écran. Donc, aujourd'hui, je vais parler, en fait, la calligraphie et le tai chi. C'est deux arts internes. Deux arts internes qui font partie de la culture chinoise, culture traditionnelle chinoise. D'un côté, c'est une pratique corporelle et de l'autre, un art pictural. Pourtant, il existe un lien étroit entre ces deux formes d'art. Parce que tous les deux sont considérés comme des arts internes qui visent à cultiver l'harmonie intérieure et l'élévation spirituelle. Donc, je vais commencer par la calligraphie. Calligraphie en chinois, c'est shu fa. Shu, c'est écriture. Fa, c'est méthode, discipline. Donc, shu fa, c'est une forme d'art qui consiste à écrire les caractères chinois de manière artistique, avec des principes esthétiques et des techniques très précis que nous allons voir. Donc, quand on parle de la calligraphie, on doit parler de l'histoire de l'écriture chinoise. Donc, on doit parler de Changji, qui est à peu près 3e siècle avant Jésus-Christ. Selon légende, il aurait inventé l'écriture en s'inspirant des empreintes laissées par les griffes des oiseaux
et d'autres animaux sauvages. Bien sûr, cette version de la naissance de l'écriture est aujourd'hui grandement contestée par les historiens, mais reste dans l'imaginaire collectif chinois. Donc, caractère chinois, en chinois, on dit wenzi. Qu'est-ce que c'est le wen? Qu'est-ce que c'est le zi? Donc, wen, en fait, vous voyez, c'est le côté droit. C'est des formes élémentaires que Changji, tout à l'heure, il, il s'est inspiré des formes élémentaires. Donc, il a nommé ça wen. Vous voyez, c'est le soleil, la lune, le nuage, la pluie. Donc, ça, c'est les wen. Et puis après, il a associé plus tard ces éléments formels à certains sons. Donc, les signes composés de ces éléments élémentaires et le son, on l'appelle ça les zi. Donc, on peut voir pour les Chinois, les caractères de l'écriture sont en rapport, sont des représentations de phénomènes naturels. Maintenant, je vais parler des différentes écritures. Zhuanshu. Donc ça, c'est au commencement. Il n'existait pas encore de papier ni de pinceau. Archéologiquement, c'est à l'époque de Shang, donc c'est 16e siècle. Du 16e siècle au 11e siècle avant notre ère, la calligraphie chinoise se pratique sur les os. Vous pouvez voir sur cette image, sur les os, ou des carapaces des tortues, ou bien sur les pierres. J'ai pris un exemple de pierre ou bien des bronzes. Et en français, on l'appelle ça Zhuanshu, et traduit en français, c'est écriture sigillaire. Et vers 3e siècle avant Jésus-Christ, avec l'usage intensif du pinceau, ce sont des pinceaux plutôt très raides. Donc, on apparaît le style li shu, on traduit aussi les styles fonctionnaires. Donc, vous pouvez voir, c'est un style, au début, il est avant l'invention du papier, qui est donc au 1er siècle après notre ère. Donc, c'est écrit plutôt sur les bambous, ou sur le bois, Donc, ce sont des traits carrés et droits, et donc d'épaisseur plutôt constante. Et aussi, vous pouvez voir, les écritures sont des écritures aplaties. Et nous allons... Excusez-moi, oui, j'interviens rapidement. Il semblerait qu'on a un souci sur la diaporama. On est bloqué sur la première image. Je ne sais pas si tu en es toujours là. Non, moi je suis, Ah, voilà. Ah, bah, en fait, on était resté bloqué sur la première diaporama. Et on ne voyait pas les images défiler. ah bon? Du coup, là, tu me vois les images ou pas? Là, on les voit, oui. Est-ce que Ok, peut-être tu peux faire défiler les anciennes diapos rapidement ok. pour que Là, les vous gens avez vu ou puissent... pas? Non, non, on n'a vraiment rien vu Donc, en de fait, tout. là, c'est la calligraphie donc il y a le... Est-ce que tout le monde voit du coup? Est-ce que si je fais ça, vous voyez la diapo ou pas? Est-ce que tu vois Oui, le diapo? là, c'est bon. Ok. On a Donc ça, des transpositions. j'ai expliqué 2 arts internes. Donc il y a tout ce qui est côté pictural, tai chi. Mhm. L'objectif, c'est pour l'harmonie intérieure et l'innovation spirituelle. Et donc je parle de la calligraphie, donc c'est Shufa. Donc l'écriture, là tu vois, Oui, est-ce que vous on est voyez? Ok. sur culture traditionnelle, tai chi, calligraphie, harmonie intérieure et élévation spirituelle. On Ah, est toujours bloqué, sur la page 3. mais je comprends pas On est pourquoi sur en la fait. page 3. Ouais, mais je comprends pas. Là, vous voyez ou pas mon écran? Là, c'est bon, on est sur la 4. Et du coup, il faut pas que je passe en diaporama, en fait. Non, je pense que tu peux rester comme ça, c'est OK. assez lisible. Et là, c'est lisible ou pas? Oui, OK, bon, ton, bah, je vais faire ça. Donc ça, c'est le n'hésitez Shufa. pas à zoomer sur vos téléphones. Mm. OK. Donc Shufa, donc comme j'ai expliqué, et celui-là, donc ça, c'est Changji qui a inventé l'écriture chinoise en s'inspirant des empreintes laissées par les griffes des oiseaux.
Donc, j'ai expliqué ce que c'est le wen, ce que c'est le zi wen. Donc, c'est les formes formelles. On peut voir ce côté-là, qu'est-ce que le soleil, lune, le nuage. Et le zi, en fait, c'est avec le wen, on associe avec certains sons. Donc, ce sont des combinaisons que je n'ai pas donné un exemple. Et puis là, après, on parle de l'écriture. D'abord, c'est le shu au commencement. Donc, c'est sur les os, sur les carapaces des tortues, sur les pierres. Et là, on est là. Donc, c'est le shu. Vers 3e siècle avant Jésus-Christ, avec l'usage intensif de pinceaux un peu raides. Donc, on voit bien que ce sont des traits carrés. Donc, et puis, c'est assez aplati et des épaisseurs constantes. Et là, après, donc c'est Cao Shu. Cao Shu, c'est le début de notre ère. Traduit en français, l'écriture cursive ou écriture herbe. On peut voir qu'en fait, il y a beaucoup d'abréviations de nombreux traits. Et puis aussi, leur lignature exécutée dans un mouvement continu. Il est très difficile à déchiffrer, même pour les professionnels, pour les calligraphes professionnels. Ici, c'est un exemple de Zhang Zhi, donc, qui est considéré comme saint de ce style. Maintenant, on va parler de Xingshu. Xingshu, c'est à peu près à Tonghan, l'époque de Han Est. Donc, c'est à peu près 25 ans, 200 ans après Jésus-Christ. Donc, on peut voir que les signes, ils conservent l'ensemble de leurs traits. Donc, c'est assez lisible. Et ils sont en même temps, on peut les calligraphier avec un mouvement, dans un mouvement assez rapide. Ici, c'est un exemple de Wang Xizhi qui est considéré comme le prince de la calligraphie de ce style. Voilà, celui-là, c'est le Kaishu qui est à peu près, qui apparaît, on l'appelle ça aussi écriture régulière, écriture modèle. C'est apparaît vers le 3e siècle de notre ère. Donc, on peut voir que c'est une version plus géométrique, plus précis du style, de ce style-là, de Lishu. Donc, c'est un style qui est le plus adapté pour l'étude de l'écriture chinoise. Quand un Chinois vous évoque l'écriture chinoise sans autre précision, c'est ce style-là qu'on fait référence. Voici un exemple de Tianyin Zhang qui est considéré comme le plus grand maître de ce style actuel. Donc, c'est aussi mon maître. Donc, il y a aussi, pour parler de la calligraphie, on parle aussi les 4 trésors du lettré. Donc, c'est bien le papier, pinceau, encre, pierre à encre. L'invention du papier et le perfectionnement du pinceau au premier siècle de notre ère, qui vont rendre l'art de la calligraphie sublime. Wang Xizhi, qui est surnommé le prince de la calligraphie, a écrit: le papier est le champ de bataille, le pinceau l'épée, l'encre l'armure, l'enquier les douves. Maintenant, je vais parler du Tai Chi. Comme vous savez tous, le Tai Chi est un art martial chinois qui se pratique en effectuant des mouvements lents, fluides et qui permettent de cultiver l'équilibre, la force, la souplesse et le Qi. Et donc, le Tai Chi, il est basé aussi sur la philosophie du yin-yang. La représentation du Tai Chi est le cercle, comme j'ai montré ici. C'est pour cela que dans tous les mouvements, il faut trouver la rondeur. C'est grâce, on va voir plus tard, c'est grâce à cette rondeur qu'on va pouvoir développer le chi plus facilement et puis aussi la force plus facilement.
Maintenant, je vais parler de la calligraphie et Tai Chi. D'abord, on va parler le Qi. En chinois, on dit les deux pratiques sont 同源而异流. 同源而异流, ça veut dire c'est la même source, mais courant différent. On parle de Yi Wenhua. Yi Wenhua, c'est la culture de Yi, ça veut dire la culture qui est basée sur le livre des mutations, le livre fondateur de la pensée yin-yang. On peut donner, ici je donne quelques exemples de yin-yang dans la calligraphie, par exemple le noir de l'encre, le blanc du papier, les traits épais ou fins, l'espace vide ou rempli. Dans le Tai Chi, vous connaissez tous, mouvement et immobilité, vide, plein, l'ouverture, fermeture, avancée, reculer. Avant de parler du Qi, donc il est important pour moi, je trouve, il est important de comprendre le fondement de la cosmologie chinoise. Parce que les pratiques du Tai Chi et la calligraphie sont fondées sur cette vision de l'univers. Donc, s'il faut résumer la vision du monde, je ne pense pouvoir mieux le faire qu'en citant une affirmation de Lao Tzu, le père du taoïsme, chapitre 42. Le Tao d'origine, c'est un peu difficile, c'est 3 pages, donc je vous invite à être un peu plus attentif, mais c'est très, très important pour comprendre aussi. Le Tao d'origine engendre l'un, l'un engendre le 2 engendre le 3 engendre les 10 000 êtres, les 10 000 êtres endossent le yin, embrassent le yang, accèdent à l'harmonie par le souffle du vide médian. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous donner une explication de François Chen. Donc, on a vu le 1. Donc, le 1, c'est le Tao d'origine, est le vide suprême dont émane le souffle primordial qui est l'un. Ce souffle primordial va engendrer les souffles vitaux yin et yang. Là, jusqu'à là, c'est le 2. Ces 2 souffles vitaux, par leur interaction, va engendrer les 10 000 êtres. On peut voir aussi entre le 2 et les 10 000 êtres, il y a ce chiffre 3. Donc, ce chiffre 3 n'est autre que dans ce vers-là, par le souffle du vide médian. Donc, on va expliquer un petit peu ce que c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, comme son nom, c'est le souffle du vide médian. Donc, comme son nom indique, en fait, ce souffle va tirer son origine et son pouvoir du vide suprême. Et dans le même temps, il joue un rôle médian dans les 2 souffles vitaux yin et yang. Il va les entraîner dans le processus d'interaction et transformation. Ça veut dire qu'en fait, sans l'intervention de ce vide médian, le yin et le yang face à face resteraient des entités inertes, chacun complaisant dans son statut propre. Avec l'avènement de ce souffle intermédiaire, creusant entre eux comme une ère d'attraction réciproque et d'échange, il participe à tout le processus dynamique dont nous parlions. Donc, en fait, pour ce 3, il y a une autre explication, le 3. Cette explication, il vient un peu plus tardivement. Il est teinté de confucianisme. Le 3, en fait, il désignerait le ciel, la terre et selon, c'est encore l'explication de François Chen. Il a dit, en fait, le ciel relevant du yang,
la terre relevant du yin et l'homme étant censé capable d'accéder aux vertus du ciel et de la terre, à travers elle, à la dimension du vide. Ainsi, le jeu ternaire yang, yin, vide médian se joue aussi de façon identique. Donc, on peut voir, il est extrêmement important dans la culture chinoise que ce souffle du vide médian. On va voir un petit peu de ce souffle médian, donc le qi, comment c'est vu par la calligraphie. Dans la calligraphie, le souffle est l'unité de base qui se manifeste sous forme de traits de pinceau. François Chen, un Chinois qui s'apprête à écrire, est persuadé qu'au moment où son pinceau fait naître sur la feuille, fût-ce le plus simple des idéogrammes, le souffle qui le traverse et se matérialise grâce à son bras. Ce souffle-là est le même que le souffle primordial et universel par qui naissent, éclosent et vivent tous les êtres sur Terre. Chen Kai-tai, dans son livre Introduction à la calligraphie, a déclaré: la technique de travail du souffle a rarement été transmise dans les temps anciens et aujourd'hui, les gens ne veulent pas en parler. Mais il n'y a pas un maître célèbre de la calligraphie qui ne connaisse le secret suivant. Si vous pratiquez le tai chi, dans ce cas-là, cette technique de respiration est évidente pour vous. Donc, on va voir aussi le souffle, comment vu par le tai chi. En Chine, on dit cette phrase qui est extrêmement connue, 外练筋皮骨，内练一口气. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'extérieur, la pratique de tai chi, c'est pour renforcer pour travailler les muscles, les os et la peau. À l'intérieur, il n'y a pas autre chose que la respiration. C'est la respiration. Travail. On voit bien qu'il y a un parallèle donc, pour tous les deux pratiques. Il n'y a pas seulement ces deux pratiques. Dans la culture chinoise, ce souffle, il est vraiment très important. Maintenant, je vais parler calligraphie, tai chi, les méthodes. Les différentes méthodes. Le sujet est tellement vaste que je vais me concentrer ce soir sur la comparaison de Bi Fa et le Quan Fa. Bi Fa, Bi c'est les pinceaux, Fa c'est méthode. Quan Fa, Quan c'est box et méthode. Donc il y a 4 points que je trouve que c'est extrêmement important. D'abord, le Zi c'est la posture. Deuxième, c'est I, intention. Troisième, Shi, on va voir, c'est difficile à traduire, traduit par structure, ligne de force. Et quatrième, Li, force. Je vais commencer par Zi, la posture. Donc, dans la calligraphie, Chen Yaotian, qui est du XVIIIe siècle, auteur du Shu Shi, structure interne de la calligraphie. Il a écrit: la calligraphie s'accomplit au moyen du pinceau. Celui-ci est manipulé par les doigts, lesquels le sont par le poignet et l'avant-bras. L'avant-bras lui obéit au coude et le coude se laisse guider par le bras et l'épaule. Épaule, coude, avant-bras droit appartiennent tous au côté droit du corps, lequel s'appuie à son tour sur le côté gauche du corps. Les deux côtés ensemble forment la partie supérieure du corps. Celle-ci ne saurait fonctionner que grâce à la partie inférieure du corps, et plus particulièrement aux deux pieds fermement posés sur le sol. Les deux pieds incarnent par excellence le plein de la partie inférieure du corps. C'est à partir de là tout se joue. On va voir aussi le parallèle avec le tai chi. Donc, c'est le 7e point de la théorie du tai chi, que ce soit tai chi stylien, n'importe quel tai chi. Donc, c'est la correspondance du haut et du bas. Dans le traité
ce qui s'est écrit, la dynamique du démouvement a son origine dans le talon, puis se propage par les jambes. Elle converge et est dirigée au niveau de la taille, puis exprimée dans les doigts. La correspondance doit être établie dans tout le corps, entre le haut et le bas. Le corps étant parcouru par le chi comme un seul souffle des jambes à la taille, de la taille au bras jusqu'au doigt. On voit bien, il y a vraiment une similitude dans ces deux pratiques. Donc, j'ajoute aussi un petit peu pour la posture. En fait, il y a dans le Tai Chi, je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà, hein, dans la pratique de Tai Chi, il y a différentes étapes. Dans la première étape, c'est Yi Xing, Dao Qi. Je sais pas chinois. La deuxième étape, c'est Yi Qi, Cui Xing. Première étape, c'est de dire, en fait, on va utiliser une structure pour guider le souffle. La deuxième étape, c'est le souffle qui va pousser la forme. Là, je pars aussi dans le bouddhisme zen, parce que je pratique aussi dans le bouddhisme zen. Tant que la posture est juste, notre souffle est forcément juste. C'est les mêmes principes. Tant que la structure est juste, la posture est juste, le souffle sera juste. C'est pour ça que ce soit Qigong, Tai Chi ou bien la calligraphie ou bien la posture, la méditation bouddhiste, on insiste, la méditation pleine conscience, on commence par les 4 fondements de la méditation. Le premier fondement, c'est la pleine conscience du corps, les 4 postures, assis, allongé. Donc, maintenant, je vais parler de Yi. Oui, c'est le karaté chinois est composé de 2 parties. En haut, c'est une note musique, le son. En bas, c'est le xin, c'est l'esprit, le cœur, idéogramme du cœur. C'est quoi le i? En fait, le i, c'est l'attention du cœur qu'on met dans les sons qu'on veut exprimer. Donc, et par extension, la capacité du cœur à diriger son attention vers un objectif afin de bien penser, de parler et d'agir. Donc, on peut le traduire par intention, conscience agissante, pensée, imagination, juste vision. Donc, le I, Wang Xizhi, comme j'ai expliqué, le prince de la calligraphie Xing Shu qui a dit le I doit précéder le pinceau et le prolonger. Po Yantu, au XVIIIe siècle, donc il a dit le I doit guider le mouvement du pinceau. C'est-à-dire, tout trait tracé doit être porté et prolongé par le I. Il serait fâcheux qu'un trait tracé donne l'impression d'être allé trop loin par rapport au I. Maintenant, on va voir par le Tai Chi. Monsieur Maître Wang Xian, il dit souvent, soyez vigilants à ne pas interrompre le travail du I, même si la circulation de l'énergie s'arrête. C'est exactement la même chose qu'ici. Le I doit précéder le pinceau et le prolonger. C'est la même idée. Et puis aussi, le 6e point clé de la théorie du Tai Chi, on dit utiliser l'intention pour conduire le Qi. Qi circule dans le corps sous la direction du I. Pour chaque mouvement, il faut utiliser le I et non la force. Ici, le I précède le mouvement. Là où va le I, le Qi s'y dirige. Savoir utiliser son I et non la force gauche afin de mobiliser le Qi. Madame Catherine Despeux, un jour, elle a dit que le Qi est tel un cheval qui conduit la pensée, le I.
C'est la même idée. On voit bien qu'il y a un parallèle entre les deux pratiques. Donc, on va voir aussi tout ce i, ça doit venir, où doit venir ce i? Le i doit venir du centre. En chinois, on dit 沉于中，发于外，有助内而行于外. Ça doit venir de l'intérieur. En calligraphie, il y a une expression extrêmement importante. On dit 胸有成竹. Une expression qui veut dire avant de dessiner un bambou, il faut pousser déjà, il faut que le bambou pousse déjà en votre fort intérieur. Tonchi, 18e siècle, il a écrit, c'est aussi un théoricien de calligraphie et de peinture qui dit, quels que soient les mouvements de sa main, droite, oblique, continue ou syncopé, à l'horizontale ou à verticale, il doit venir de son fort intérieur. Donc, huitième point de clé de la théorie du tai chi, coordonner l'intérieur-extérieur, c'est quand on veut s'ouvrir, le mouvement, s'ouvrir, il ne s'agit pas seulement d'une ouverture au niveau des mains et des pieds, mais aussi au niveau du i. Si on veut se refermer, cela n'est pas seulement au niveau des membres. L'intention émise du cœur se recueille également. Donc, l'intérieur et l'extérieur sont réunis. Cette notion qui est extrêmement importante, on peut voir aussi dans le livre de Fabien Verdier, le passage de silence, elle a écrit « Aucune parole ne serait parvenue à obtenir quelques traits de crayon, s'y réussir. Pour comprendre, il faut rappeler l'importance du trait en Chine. Les Chinois savent que le discours peut être hypocrite. Par contre, un dessin ou une calligraphie, tout ce qui relève du trait ne peut tromper. Exactement la même chose pour les Chinois pour dire le tai chi. Ceux qui pratiquent le tai chi, les mouvements qu'ils exécutent, traduit, en chinois on dit traduit la vérité d'un esprit sans faux semblant. Parce que ça doit venir de l'intérieur. Donc, le i, comment on peut développer ce i? On peut développer son i avec avec les images. François Chen, dans son livre Et le souffle devient signe, il dit le calligraphe use volontiers des images de la nature pour décrire l'expression des traits de base. Nuage étalé pour un trait horizontal, taillé à la hache pour un trait vertical, pierre chutant d'une crête pour un trait oblique. Ainsi, le calligraphe ressuscite toute la puissance imaginaire des signes. Il établit un trait d'union entre l'esprit humain et le monde charnel. On va voir aussi dans le tai chi, comme vous le savez, que n'importe quel style et le nom de chaque mouvement c'est aussi utilise beaucoup des images. Par exemple, dans le style Chen, la grue blanche déploie ses ailes, dragon vert émerge de l'eau, mouvoir les mains comme des nuages. Comme dans la calligraphie, ces images aux scènes de vie nous aident à mémoriser et effectuer le mouvement du tai chi en lui donnant une intention, celle d'imiter un animal ou un phénomène naturel. Donc maintenant, je vais parler un petit peu le shi, structure. Le shi, c'est très difficile à traduire. Le sinologue Michel Cartier a mis 2 heures pour expliquer ce caractère chinois. Ce soir, je vais me concentrer sur deux traductions, deux significations. Donc, le shi, par exemple, quand on parle de bi, c'est le pinceau, shi, ce fameux shi, on insiste sur la structure de caractère.
et la manière d'utiliser le pinceau. Par contre, si on dit 字式, le 式 du caractère, dans ce cas-là, on insiste sur l'effet produit par le caractère écrit. En tai chi quan, vous avez tous entendu parler le quan shi, hein, le shi de la boxe. C'est extrêmement important. On insiste sur la nature de la force dégagée par le pratiquant au travers des mouvements. Par exemple, quand on exprime Wang Xian, chaque maître, ils ont un quan shi qui est très différent. Par exemple, maître Wang Xian, on utilise le mot oui, oui, ça veut dire audace, l'audace et férocité pour exprimer la force qui dégage au travers des mouvements. Maintenant, nous allons parler un petit peu le shi selon la calligraphie. Donc, dans la calligraphie, il existe en fait deux béquilles pour là, il y en a plusieurs, trois, mais là, j'utilise deux pour apprendre à bien centrer et équilibrer chaque caractère, les caractères. Donc, en fait, vous allez voir, c'est très intéressant. On va voir avec le tai chi tout à l'heure. Donc, on peut voir, en fait, c'est le jiugong. Ça veut dire, vous voyez, il y a un carré qui est divisé en 9 carrés égaux. Le plein milieu, on l'appelle ça zhonggong. C'est le palais du milieu. Le les carrés de 9 palais permettent d'avoir une structure précise de chaque caractère afin de bien maîtriser l'espace dans lequel tous les caractères doivent partir, tout part du centre. On va voir tout à l'heure comment ça se traduit dans le tai chi. Ou bien mi-zi-ge. Mi-zi-ge, en fait, c'est celui-là. Donc, vous pouvez voir, il y a 8 traits avec les 8 directions. C'est exactement comme dans le tai chi. Les caractères doivent être équilibrés dans toutes les directions, surtout au centre. Comme dans le tai chi, vous pouvez voir aussi en calligraphie, on doit maîtriser les 8 traits principaux. Ces 8 traits principaux qui sont représentés, oui, ici que je dois dire aussi, en fait, chaque idéogramme il occupe un espace carré à l'intérieur duquel les traits s'organisent autour du centre. Ces traits entretiennent des rapports d'opposition, de corrélation qui suscitent un jeu complexe de vide et de plein, de fixité et de mouvement. Et puis aussi les 8 traits principaux qui représentent, comme dans le Prenluji, dans le tai chi, 8 forces différentes pour écrire les caractères chinois. Donc ça, c'est un caractère chinois qui s'appelle éternité. Donc on utilise, il y a 8, ça c'est un point, le point. Et puis après, il y a le trait, un petit trait vertical, il y a un trait, il y a le horizontal, pardon, le trait horizontal, trait vertical, il y a un petit crochet et puis il y a un petit trait oblique vers le haut. Et puis celui-là, c'est de droite à gauche vers le bas. C'est un pied un peu plus long que celui-là. Et puis un dernier, c'est un A avec un pied. Donc ça, c'est les 8 traits principaux qui représentent aussi des 8 forces. Donc, non seulement dans les calligraphies, en fait, il faut bien maîtriser l'équilibre de chaque caractère, les jeux de chaque caractère. Il faut aussi, une fois, en fait, on a maîtrisé chaque caractère, il faut quitter les béquilles. Il faut quitter ça pour pouvoir écrire sur les papiers. Donc, et puis, il faut non seulement, il y a une structure de chaque caractère, bien sûr, il y a aussi entre chaque caractère, et entre chaque ligne, il y a des exigences. Donc, il y a une spécificité, c'est que en fait, le caractère chinois, donc en calligraphie, on écrit toujours de haut en bas, de droite à gauche.
Et puis, vous pouvez voir, par exemple, je prends un exemple ici, c'est juste un seul trait. Même si c'est un seul trait, ou bien ici, je n'ai pas calculé, mais il y a une dizaine de traits, ils ont exactement le même espace. Donc, pour les caractères, par exemple, qui ont une dizaine de traits, on doit vraiment bien maîtriser l'espace pour que tout soit non seulement chaque caractère équilibré, trouver l'harmonie, mais aussi l'ensemble, il faut que ce soit harmonieux. Maintenant, nous allons regarder le tai chi. Vous allez voir, moi, je trouve très intéressant. Donc, dans le tai chi, hop, je vais faire ça. Dans le tai chi, on dit, si on ne connaît pas ce principe, on n'a pas pratiqué le tai chi. En chinois, on dit 手中右中, ça veut dire garder le centre et utiliser le centre. Donc, le centre, vous pouvez regarder ici, c'est un peu comme ici, hein, donc, comme dans le... Ici, il y a le centre. C'est en fait... dans le tai chi, c'est en fait à partir il faut garder le centre et utiliser le centre. C'est à partir de la ligne centrale qu'on peut être efficace face à un adversaire. Et puis, on peut avoir les 5 stratégies de déplacement. Donc, Qigong, c'est le milieu, Qianjing, avancer, reculer, 左顾右盼, côté gauche et 右盼. Donc, on peut avoir ces 5 stratégies de déplacement. Et puis maintenant, on va voir PAFA. C'est exactement ici. C'est aussi PAFA. 8 méthodes. Ici, c'est pareil. Les 8 méthodes, aussi en chinois, on l'appelle ça Pa Jing. Ça veut dire 8 forces. C'est PAFA, Pa Jing. Donc, ces 8 forces, c'est bien sûr, vous le connaissez tous. 8 plus 5, ça fait 13. Donc, souvent, on dit aussi que le tai chi s'appelle en chinois 13 shi. J'aime pas trop la traduction en française. Les gens ils traduisent 13 postures. Pour moi, mais je n'ai pas d'autre traduction. Mais grâce à ces 13 stratégies ou de structures, on peut avoir une multitude de quanshi, comme j'ai expliqué ici, le quanshi de maître Wang Xian, donc la ligne de force. Donc maintenant, tout à l'heure, on a parlé de structure, mais c'est plutôt une structure externe, donc, les déplacements, les forces. Et maintenant, je veux parler au-delà de la forme extérieure, comme en fait, pas uniquement des déplacements des applications, il y a aussi le i. Hein. Donc le i, il doit venir comme ces formes extérieures, il doit venir aussi du centre. Intérieur, extérieur, tout vient du centre. Maintenant, je vais parler un petit peu la dynamique en plus de la structure. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué, on peut traduire aussi la ligne de force, la dynamique. Donc, cette notion qui s'appelle xiangfan, xiangchen, opposé et complémentaire, que vous avez dans le tai chi, que vous connaissez tous, ça vient, en fait, c'est basé sur le Tao Te Ching chapitre 36. Donc, chapitre 36, on dit, si tu veux réduire une chose, permets-lui d'abord de grandir. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, permets-lui d'abord de s'épanouir. Si tu veux prendre quelque chose, permets-lui d'abord d'être donné. Cela s'appelle la perception subtile de la réalité telle qu'elle est. Le doux triomphe du dur, le lent triomphe du rapide. Donc, on va voir un petit peu cette notion d'opposé et complémentaire, comment ça se traduit en la calligraphie et dans le tai chi. Dans la calligraphie, vous voyez, je vous donne un exemple, juste un trait le plus simple, c'est le trait
horizontale. Vous voyez, pour écrire, il y a 1, 2, 3. Donc, on peut voir que pour commencer le trait, il faut d'abord inverser le sens. Au lieu de ce trait, en fait, c'est de côté droit vers le côté gauche vers le côté droit, pardon. Donc, je vais d'abord inverser le sens. Puis, je vais tourner le pinceau, tourner le pinceau pour que le pinceau puisse se positionner dans le bon sens pour tracer le 2. Et pour finir, à la fin, il faut arrondir le trait. Au lieu de descendre tout de suite, je vais en fait, je vais appuyer et puis ramasser la pointe en sens inverse en soulevant délicatement le pinceau pour écrire celui-là. Vous allez voir dans le Tai Chi, c'est aussi le 9e point de la traité du Tai Chi, la théorie du Tai Chi. Quand votre intention est d'aller en haut, allez d'abord un peu vers le bas. Quand votre intention est d'aller en avant, allez dans un premier temps vers l'arrière. Dans l'avancée, il convient d'abord de ménager un temps de recul, insérer un changement de direction. Vous voyez, c'est vraiment il y a vraiment un parallèle entre les deux. Donc, pourquoi en fait on fait ça? Pourquoi on fait ça? Donc, Mifu, c'est au XIe siècle, un théoricien de la calligraphie, il dit si je veux aller vers le gauche, je vais d'abord vers la droite. Pourquoi? Pour chercher le cercle. Donc, dans la calligraphie, on utilise la spirale pour lui donner une force. Donc, vous voyez aussi ici, c'est Zhangzhi, c'est Cao Shu, c'est l'herbe, le maître le plus connu. On voit bien, il y a les cercles, aussi, le spirale. Celui-là, c'est le manuel illustré par Chen Xing. C'est aussi que vous connaissez tous, le spirale. C'est le spirale dans les bras, non seulement dans les bras, dans les jambes, dans le dos. Parce que, en fait, dans la calligraphie, on dit parce que le spirale unit le yin et le yang par un mouvement circulaire. Grâce à ce spirale qui unit le yin et le yang par le mouvement spirale, ben, ça va créer quelque chose que je vais parler ici, le li, la force, pardon. Le li, la force. La force, je ne sais pas si vous voyez mon écran, voilà. Donc cette force, en chinois, on dit c'est très important, ouais, quand doux à l'extérieur et solide à l'intérieur, fort à l'intérieur. Vous savez aussi avant, donc le monnaie, souvent, c'est aussi rond à l'extérieur, intérieur, c'est carré. C'est pour aussi illustrer comme tous les êtres doivent aussi être doux à l'extérieur, mais solides, forts à l'intérieur. Ça, c'est un critère pour les Chinois. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, grâce à ce spirale qui unit yin et yang par le mouvement circulaire, on va pouvoir justement créer le zhou, c'est la souplesse, et le kan, c'est la force, le kan zhou, et qui va permettre justement le qi de bien circuler. C'est ce que j'ai expliqué tout au début de cette conférence. Pourquoi dans les mouvements de Tai Chi, c'est toujours rond, c'est pour que le qi puisse bien circuler aussi. Regardez dans la calligraphie, on dit il faut le critère, c'est qu'il faut regorger de la force intérieure quand on utilise le pinceau, tout en maintenant une apparence de douceur, comme celle de la peau. Donc ça, c'est quand on veut, quand on regarde euh, une calligraphie, souvent c'est un des critères.
aussi, il faut que la force qui perce le papier, on a l'impression que la force qui perce le papier, mais en même temps, la force, il va quitter le papier. Regardez dans le tai chi, le critère pour le tai chi, c'est en fait, c'est zhu mian guo tie, c'est-à-dire comme si on utilise le coton pour envelopper le fer. Et song chen, ça veut dire non seulement, comme on est tellement détendu qu'on a l'impression que les forces, ils vont couler vers le bas. Mais en même temps, les mouvements, ça veut dire ces mouvements sont très aériens. En guise, je vois le temps passe, en guise de conclusion, je vais utiliser, comme je vous ai montré, le caractère derrière moi, le king, la quiétude. C'est une condition préalable. François Chen qui dit, avant chaque séance, la lente préparation de l'encre au moyen du bâton à l'encre a le don de me mettre dans un état de disponibilité et de concentration. On regarde dans le tai chi la 5e base théorique du tai chi style Chen. Pour bien pratiquer l'art martial, on dit qu'il faut au préalable entraîner le cœur, tranquilliser l'esprit et avoir humeur sereine. Un état d'esprit pur et posé permet de se centrer sur le travail corporel. Donc, on voit bien, c'est une condition préalable, mais pour moi aussi, c'est quelque chose vers quoi je vais travailler. On regarde dans le Tao Te Ching chapitre 16, l'importance pour tous les Chinois, ces 6 caractères, zhi, xu, ji, shou, jing, du. Traduit en français, je ne suis pas super... bon, c'est la meilleure traduction que j'ai trouvée. Atteins à la suprême vacuité et maintiens-toi en quiétude. C'est tous les Chinois, je ne sais pas, mais beaucoup de Chinois, en tout cas dans ma famille, c'est ce qu'on cherche, hein, de chercher cette suprême vacuité et la quiétude. Pourquoi? Parce que devant l'agitation, ça c'est dans le Tao Te Ching 16, devant l'agitation fourmillante des êtres, ne contemple que leur retour. Ça c'est euh, et les êtres du monde feront retour à la racine. Feront retour à la racine, c'est installé dans la quiétude. Grosse retour dans la quiétude, en fait, c'est une rencontre avec soi-même, de se rendre compte qui nous sommes et pourquoi on est venu dans ce monde et vers quoi on va y aller. Donc voilà, je vais finir mon exposé. Donc ça, c'est la biographie de François Chen, Tao Te Ching, Anne Chen, Fabien Verdier, et puis le livre de mon maître, et Chen Xing, qui est pour le livre que vous connaissez, donc c'est sur le tai chi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci aussi à mon maître de calligraphie, Tian Yin Zhang. Merci aussi à maître Zhang Baozhong. Merci aussi beaucoup à Rodolphe Paulet pour sa collaboration. Sans lui, il n'y aura pas cette conférence. Voilà, c'est fini. Merci à toi, Weija, pour le temps que tu as consacré pour cette conférence. Donc là, si vous voulez bien, on va prendre quelques questions et puis Weija se fera un plaisir d'y répondre. Alors, par ordre, on en a eu plein. Alors, malgré nos petits soucis techniques de tout à l'heure, est-ce que tu as accès aux questions, Ah Weija? oui, si, j'ai les questions, d'accord. Oh, Là, oui. par exemple, je peux te lire. Ouais, tu peux me Peut-être que c'est lire. plus simple que tu le lis. Ouais, Ok. plus Alors, j'ai une simple question de si. Bernard qui nous dit: Ouais. le vide suprême est-il le Dao considéré comme origine de l'univers qui engendre tous les phénomènes? Le Dao est-il celui qui engendre tout ce qui forme le réel? Le souffle est-il une manifestation dynamique du réel engendré par le Dao avec une dualité, Il est où ciel-terre ou son... yin-yang, C'est tellement... dont l'homme représente le droit? Moi, j'ai pas tout compris. Donc, Il est c'est où le son commentaire de Bernard à 7h36. 7h36? C'est un peu vers le bas. Ah ouais. Est-ce qu'on peut passer à d'abord autre chose plutôt que celui-là? D'accord, ça marche. Comme on n'a pas, je veux vraiment sur, si on entre dans celui-là, je pense qu'on va pour je ne sais pas combien de temps. Je préfère vraiment sur d'abord la calligraphie et le tai chi. Ça Plutôt marche. entrer sur ce Euh, sujet qui est très vaste.
On a aussi Patricia qui demande si c'est possible de remettre la bibliographie pour Oui, bien les sûr, gens qui souhaitent promouvoir leur enseignement. bien sûr, bien sûr, bien sûr. La Hum, ouais. sur les bouquins que tu nous as Ouais, conseillés avant de ouais, dans finir la ce cas-là, présentation. je te le donne et comment tu veux que je le mette maintenant dans le chat? Non, Aussi bien, tu peux le copier-coller et le mettre dans le chat. ok. 我的《道德经》en fait, voilà. Et et puis voilà, pour ceux qui sont intéressés, Est-ce que la c'est moi prochaine conférence, oui, j'ai pas l'habitude en fait de ne pas voir les gens. Est-ce qu'il est possible plutôt qu'ils posent des questions en direct comme ça? Pour moi, c'est plus simple de lire. Je lis lentement en fait. Je ah, préfère qu'on d'accord. me pose directement la question. Si tu peux donner Malheureusement, ah, on peut pas. on n'a pas activé cette option, Ah, d'accord. mais ouais, on y pensera pour les prochaines fois. Ça peut être OK, quelque chose OK, à améliorer. OK. Voilà, je vais voir s'il y a d'autres questions. Oui, alors, bonsoir, c'est possible d'être gauchère et faire la calligraphie, car Ah, je pense que les caractères chinois est fait pour écrire par la gauche. oui, en Une fait, question de mon Yoshiko. mari, en fait, il est français. Il est moitié français, moitié allemand. Il a essayé aussi la calligraphie en Chine et il a abandonné parce qu'il est gaucher, gaucher. Et donc, le maître lui a dit non, c'est pas possible. Donc, moi, je sais pas, mais après, il a abandonné. Après, moi, je pense que c'est possible, mais simplement en Chine, tout le monde est droitier. Donc, moi, je pense que a priori, c'est possible. D'accord. C'est vrai que on n'y pense pas forcément. Oui, alors peux-tu nous en dire plus sur la combinaison entre les caractères et les sons? Les, les les I, c'est ça? Alors la question c'était, voilà, peux-tu nous en dire plus sur la combinaison entre les caractères et les sons? Ah, Euh, le 字, c'est ça? je pense, Le si le la le le personne peut en dire les plus. ah oui, dans le 字, en fait, les combines par exemple, il y a, qu'est-ce que il y a beaucoup de caractères comme ça. Heu, Si par exemple, pour ça, c'est très facile pour apprendre le caractère chinois du coup. Si vous connaissez, il y a beaucoup, par exemple, vous connaissez le son d'un côté et vous regardez la clé. Et vous savez à peu près, comme c'est des images, vous savez à peu près de quoi il parle. Et avec le son, si vous connaissez déjà le son d'un caractère simple, et vous pouvez savoir à peu près comment ça se prononce. D'accord. Alors, j'ai aussi une autre question. On va prendre encore 2-3 minutes de questions. Ouais, d'accord. Normalement, on est censé finir à 20 h. Ouais. Alors, quel type de papier conseillez-vous pour les débutants et les pinceaux avec quel type de poils? Belette, chèvre, boue. Donc, une question un peu Euh, plus technique. les papiers, au début, si vous avez jamais pratiqué, c'est les papiers, comme j'ai expliqué, avec les carrés. Donc, c'est des papiers, et les pinceaux, ben, en fait, il faut pas utiliser des pinceaux trop mous. Donc, c'est plutôt moitié, je sais pas ce qu'on peut trouver en France. Je sais pas même pas comment l'encre, les poils de, heu, les moitié durs, moitié souples. C'est peut-être plus facile pour commencer. Euh, alors, il y a plein de questions. Alors, on entre et on sort d'un caractère comme on entre et on sort d'une pratique. Est-ce que vous pouvez développer ce petit point, s'il vous plaît? En quoi? Sur Redis-moi. la manière entre entrer et sortir d'un caractère, est-ce que c'est pareil comme entrer et sortir d'une pratique? Ah, pour moi, par exemple, pour pratiquer le tai chi, je ne peux pas entrer, dans une pratique tai chi sans d'abord, comme tout à l'heure, on a fait un petit moment de silence. Donc, pour moi, pour la calligraphie, c'est le moment, comme dit François Chen, le moment qu'on utilise le bâton pour faire l'encre. C'est un moment de silence, d'être disponible et d'être concentré sur cette pratique. Bien sûr, le sortie D'accord. aussi.
Alors, y a-t-il une écriture plus facile, pour débuter? Oui, c'est ce que j'ai dit, le Kaishu, c'est le dernier, c'est le plus lisible. Donc vous pouvez commencer, mais c'est le plus, vous pouvez commencer, mais c'est le plus difficile aussi. Normalement, ce Kaishu, on dit il faut 10 ans, tandis que le Caoshu, l'herbe, c'est 3 ans, 3 ans, ça Mmh. veut dire jour et nuit, pas pas 1 heure par jour, mais c'est 10 heures par jour. Mmh. Donc heu, Kaishu, c'est facile à entrer, mais c'est aussi, c'est un peu comme si le Chen Lao Jia Yi Lu, on pratique tout le temps. Donc ça, c'est J'ai aussi une question très intéressante de la part de Gaëtan, qui te demande si est-ce que vous écrivez un brouillon ou quelques caractères à part pour se chauffer avant de commencer une session d'écriture? ah, je commence en fait pour, le c'est on y ce n'est pas pour ce n'est pas pour, essayer. Je commence parce que le pinceau d'abord, je vais voir, mon pinceau, j'écris sur un papier que je ne veux plus vraiment. Donc, qui est un papier juste pour que le pinceau soit, gorgé correctement l'encre. D'accord. OK, c'est vrai que c'est intéressant. Alors, je prends des cours de calligraphie et nous le faisons assis. Parfois, le coude est sur la table. Est-ce un problème? Non, c'est le style, vous faites les crachous, c'est le style, c'est sur Mmh, le cou il est sur ce n'est pas le caoutchouc, on lève pas le coude. d'accord. Alors, je vais prendre peut-être une dernière question car le Mmh. temps court. Alors, combien y a-t-il de caractères dans l'écriture chinoise? Ah, Une pour, question que je peux te pour laisser. savoir lire le caractère, il faut connaître minimum 3000 caractères pour pouvoir lire à peu près, lire. Et il y en a combien dans l'ensemble? Dans la Heu, totalité des caractères, dans je l'écriture sais chinoise? pas, mais au moins, une personne assez lettrée, il doit connaître 10 000 à peu près. Ça va, c'est quelque chose. Bon, bah, sur ces dernières questions, on vous invite, voilà, pour notre prochaine Merci conférence encore, autour du merci beaucoup. Qigong et voilà, cohérence respiratoire dans le Qigong qui aura lieu le vendredi 3 mars à 19h, même endroit, même lieu et puis voilà, je tenais à te remercier VG pour cette Merci, conférence et merci puis beaucoup. merci à tous d'avoir assisté, poser des questions et à Merci. très bientôt. À Au bientôt. Au revoir. revoir.